Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire dédié au Ségur du numérique en santé. Aujourd'hui pour le couloir officine de ville. Désolée pour ce léger retard, petit souci technique, sinon c'est pas drôle. Petit rappel des bonnes pratiques, donc comme d'habitude vous allez recevoir le replay par mail dès la fin de la session et n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et pas dans le chat pour qu'on s'assure de ne pas passer à côté. Voilà, pour vous présenter ce webinaire aujourd'hui, vous avez Xavier Vitry de la délégation ministérielle au numérique en santé. Donc Xavier, je te passe la main et puis bon webinaire à tous. Ok, écoutez, merci Elodie, bonjour, merci à tous et à toutes d'être présents. Aujourd'hui, le séminaire sur le Ségur Officine en direct depuis la cave ou la capitainerie du ministère du Ségur, voilà, dans les locaux où tout se passe. Merci à tous et à toutes d'être là. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu l'état d'avancement du Ségur, de reprendre un petit peu l'historique depuis le début pour les gens qui auraient raté les épisodes précédents, de faire un petit point d'actualité. Ça va durer à peu près, on va dire 20-25 minutes à peu près. Et ensuite, on aura Sébastien Lagoutte et Valérian Poncinet qui prendront la parole pour un petit mot pour, on va dire, la représentation des professionnels. Et puis l'idée, c'est surtout de laisser du temps et de la place à vos questions pour qu'on puisse y répondre au maximum. Et si on n'avait pas le temps d'ici 14 heures de terminer toutes les questions auxquelles que vous nous poserez, on fera des réponses par écrit pour les réponses qui restera en suspens. Alors, en gros, hop là, pardon, merci. Le Ségur du numérique en santé aujourd'hui, donc c'est un investissement assez important dont l'objectif en fait c'est de fluidifier l'échange de données de santé entre le professionnel et l'usager et entre professionnels de santé autour de l'usager. Donc l'idée c'est autour de mon espace santé, on a un ensemble de dispositifs qui ont été mis en place à partir de l'ancien dossier médical partagé qui a été augmenté d'une messagerie citoyenne, d'un store d'applications et d'un agenda partagé. Donc on va se concentrer principalement aujourd'hui sur la partie échange de documents, mais à savoir qu'on a quand même tous ces éléments qui sont autour. Donc ça, c'est ce qui constitue mon espace santé. Et le Ségur du numérique vise à faire en sorte que l'ensemble des logiciels des professionnels de santé deviennent interopérables avec mon espace santé, de façon à pouvoir échanger de l'information autour du patient, donc pouvoir restituer ces données au patient et permettre aussi à d'autres professionnels, avec l'accord du patient, de pouvoir partager ces informations et accompagner au mieux le patient dans son épisode de soins avec les professionnels qu'il aura choisis. Au total, c'est un investissement de 2 milliards d'euros, dont 1,4 milliard sur le champ on va dire, du sanitaire et 600 millions sur le champ du secteur médico-social. L'idée, l'indicateur concret pour nous, c'est de multiplier par 25 le nombre de documents échangés chaque année dans le dossier médical partagé, et donc passer de 10 millions d'informations échangées à 250 millions d'ici la fin de 2023, dans des conditions évidemment de sécurité maximale. Donc le contexte autour de mon espace santé, j'en ai parlé, donc on a un certain nombre de dispositifs, d'informations qui ont été mises en place. Le dossier médical partagé, donc ça c'est celui que vous connaissez puisque vous en avez ouvert plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers d'ailleurs, dans mon espace, dans l'ancien dispositif, qui aujourd'hui donc sont tous ouverts par défaut, et les patients ont la possibilité d'y accéder ou non et de les refermer ou pas en fonction de leurs convictions et de l'utilisation qu'ils en auront. Autour de ça, on a une messagerie sécurisée de santé citoyenne qui permet d'avoir des échanges sécurisés et d'intégrer ces échanges dans la sphère de confiance. Donc vous pourrez échanger non seulement avec d'autres professionnels de santé, mais également avec vos patients via la messagerie sécurisée. Voilà. Les autres points, je ne vais pas m'attarder, sauf si on a des questions tout à l'heure, mais dans un premier temps, on va s'attarder sur ces deux premiers axes. Donc l'idée autour de ça, je l'ai dit, c'est que les pharmaciens, mais également l'ensemble des professionnels puissent partager ces informations autour du patient. Donc l'ensemble de vos logiciels professionnels vont devenir interopérables avec mon espace santé. Alors pour les premiers couloirs, donc les 6 qui sont cités ici, ça va se passer en 2 vagues, c'est-à-dire une première vague qui va être plutôt comment mon logiciel va pouvoir alimenter le dossier du patient. Et dans la seconde vague, donc la deuxième phase du projet, on aura plutôt le dispositif inverse, comment je peux lire les informations qui sont dans le dossier partagé.
Donc ce sont des fonctionnalités qui vont augmenter la capacité de vos logiciels professionnels. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que votre profession a beaucoup évolué ces dernières années avec une ouverture sur le territoire. Hein. C'est plus seulement de la dispensation de médicaments, mais il y a aussi tout un service qui se multiplient et pas uniquement destiné aux, on va dire, aux patients, à la clientèle habituelle de la pharmacie, mais vraiment une ouverture de la pharmacie sur le territoire qu'elle dessert, de plus en plus à travers tout un tas d'activités qui sont proposées par les pharmaciens. Et donc les logiciels passent un petit peu de logiciels entre guillemets de gestion de stock ou de facturation à des logiciels intégrés de gestion de dossiers patients, ouverts et interopérables avec l'ensemble du dispositif de coopération dans lequel vous êtes inséré. Donc vos logiciels en fait suivent la logique de votre profession qui a évolué ces dernières années très fortement. Et pas seulement à cause du Covid. Évidemment, le Covid a beaucoup accéléré les choses, mais c'était déjà enclenché auparavant, avant le Covid. Donc les 6 couloirs qui sont cités ici sont les nouveaux couloirs, sont les couloirs qui sont en cours de mise en place, et on a 4 nouveaux couloirs qui vont s'ouvrir, à savoir les dentistes, les sages-femmes, kinés et infirmiers, qui devraient s'ouvrir prochainement pour pouvoir améliorer encore la coopération interprofessionnelle. Donc ça s'appuie en fait, l'ensemble de ces dispositifs et des logiciels des professionnels vont s'appuyer sur ce qu'on appelle un socle. Donc ce sont des fonctionnalités qui sont intégrées à l'ensemble des professionnels, des logiciels professionnels. Donc à savoir l'intégration de l'identité nationale de santé avec sa qualification, j'y reviendrai parce que c'est un sujet, je sais, qui est sensible et qui est extrêmement important en termes d'identito-vigilance, mais on approfondira ce point. ProSanté Connect, qui est l'identification des professionnels, qui va avoir un impact assez important dans votre profession, puisque ça va... en fait, là, il s'agit d'identifier les personnes qui se connectent à mon espace santé. Ça, c'est une obligation réglementaire hein, qui nous oblige à identifier de façon nominative les personnes qui se connectent en lecture sur le dispositif. Donc là, on intègre cette fonctionnalité dans les logiciels. Ça aura surtout comme effet dans la deuxième partie du projet. Donc, je vous disais, quand vous allez consulter les documents qui seront dans mon espace santé, vous aurez l'obligation d'identifier de façon claire et certaine la personne qui est devant l'écran. Et l'impact majeur que ça va avoir, c'est l'intégration des préparateurs au RPPS pour pouvoir leur délivrer une identité numérique personnelle. Voilà, donc ça n'enlève rien, je le dis tout de suite, sur la question de la responsabilité de l'employeur et du titulaire, enfin, en termes de travail au quotidien, c'est que ça permet de tracer les accès de façon nominative, sans modifier les responsabilités qui sont en cours au sein d'une officine, évidemment. Le dossier, donc ensuite, on a des services socles autour de la e-prescription, du dossier médical partagé et de la messagerie de sécurité de santé. Donc ça, ce sont des services qui seront intégrés dans les logiciels. Ces jours-ci est sorti le couloir messagerie sécurité de santé, c'est-à-dire que on va rendre interopérables toutes les messageries de santé. Donc ça, c'est un couloir qui est un peu technique, qui est pas cité dans les couloirs métiers qui sont précisés dans la diapo précédente, mais on va rendre interopérable l'ensemble des messageries de santé. Donc ça, c'est une chose quand même qui est plutôt une bonne chose, notamment, je pense, AppyCrypt et puis les autres types de messagerie qui n'étaient pas forcément compatibles. Donc ça, c'est, on va dire, un sujet qui est réglementairement derrière nous. Ensuite, il faut mettre en place, mais il y a un couloir Ségur dédié à cette question qui s'est ouvert cette semaine. Donc dans quelques mois, ce sera résolu. Et l'intégration surtout des messageries sécurisées au sein des logiciels de façon à éviter d'avoir des outils tierces à ouvrir, des web apps par exemple à ouvrir. Donc ce sont des informations, des outils qui seront intégrés directement dans le logiciel métier, permettant en un seul clic d'enregistrer et d'envoyer par exemple un document via messagerie sécurisée de santé et dans le dossier médical partagé. Donc l'objectif de notre groupe de travail, ça s'est déroulé de façon assez fluide. Hein. On a organisé des groupes de travail avec des représentants métiers, des représentants des éditeurs et des experts, de façon à pouvoir définir le périmètre fonctionnel qui était attendu. Et ça s'est déroulé en fait sur des techniques d'animation de réunion et puis la publication d'un document, d'un arrêté qui précise le cadre réglementaire et les fonctionnalités à faire évoluer au sein des logiciels métiers. Donc ensuite, les éditeurs se sont appropriés, on va dire, ce référentiel d'exigence, négocier et discuter collectivement avec les représentants de la profession, de façon à leur donner un certain nombre de mois de développement et ensuite passer au référentiel
Ah, Xavier est piégé. Il vous a pas menti, hein, il est vraiment dans le bureau Ségur, la cave du ministère. La preuve. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ouais, c'est Ouais, bon, c'est bon. t'es revenu. La coupure, c'est le ministère qui n'a pas du coup payé son abonnement Internet. Alors, du coup, hop, donc les nouveaux services qui vont être intégrés dans vos logiciels professionnels, ça va être d'une part la e-prescription unifiée donc de l'assurance maladie, donc ce point de sécurité pour les ordonnances qui va permettre d'avoir une unicité d'usage de l'ordonnance grâce à un QR code. Donc ça va être des fonctionnalités qui vont se déployer progressivement. La e-carte vitale avec l'application carte CV. Évidemment, je parle d'unicité de l'ordonnance, mais si l'ordonnance doit être renouvelée plusieurs fois, enfin ça c'est prévu, c'est évidemment un cas d'usage qui est prévu, et le décompte et les règles d'usage d'une ordonnance sont effectivement précisées au moment de la prescription et s'appliquent conformément aux règles de prescription du médecin. Ensuite, on va déployer en fait la question de la ICPS pour se connecter dans le logiciel. Donc ça, c'est plutôt de l'anticipation à court terme, un usage modéré plutôt pour utiliser le web PSDMP, mais ce sera surtout dans la seconde phase du projet sur l'accès aux données du dossier médical partagé. Ensuite, des évolutions sur le dossier pharmaceutique également, de façon à le mettre en cohérence par rapport à un certain nombre de sujets, notamment un peu techniques sur l'INS au sein du DP, de façon à pouvoir préparer le terrain sur l'avenir, on va dire, de l'intégration DP-DMP et les discussions qu'on peut avoir entre l'assurance maladie et le CNOP sur le sujet. L'idée, c'est aussi de pouvoir augmenter l'historique de visibilité, l'historique qui va passer de mémoire de 4 à 12 mois ou de 3 à 12 mois en termes d'historique dans le DP, et puis différents points de détail techniques qui vont évoluer. Et l'identifiant national de santé, donc qui s'intègre, donc ça, qui s'impose à l'ensemble des professionnels de santé, de façon à faire de ce qu'on appelle de l'identito-vigilance, de façon à pouvoir pousser les informations dans le bon dossier médical et de ne pas se tromper de destinataire. Vous imaginez bien, si vous vous appuyez sur des informations pensant que c'est tel patient alors qu'en fait on n'est pas sur le bon patient, vous imaginez bien les dégâts que ça peut générer. Ensuite, on va avoir de la consultation de documents, notamment la réception via la messagerie sécurisée de santé directement intégrée dans le logiciel. Donc ça pourra s'intégrer directement. En termes de production de données, on a fait des choix sur un certain nombre d'informations qui vont être poussées du logiciel professionnel vers le dossier médical partagé. Il s'agit des entretiens, des comptes rendus d'entretiens pharmaceutiques. Donc là, il y a toutes les pathologies. Donc ces documents, vous continuerez à les produire. Alors, dans un premier temps, l'idée, c'est de faire du document PDF, mais ensuite de les partager via mon espace santé. Le bilan partagé de médication également. Donc ça, c'est aussi l'ensemble. Les documents seront partagés dans le dossier médical partagé. Dans un second temps, donc sur la vague 2, on va travailler sur ce qu'on appelle la structuration. Donc dans un premier temps, c'est plutôt des fichiers PDF qui vont être partagés. Et l'idée, c'est que au moins sur le bilan partagé de médication, sur le volet, le tableau de la liste des médicaments pris par le patient avec les dosages et tout ça, ce soit une information qui deviendra structurée dans le temps, de façon à pouvoir être, facilement interrogeable depuis un autre logiciel et intégrer directement dans d'autres logiciels le détail des informations. Sinon, le PDF, il faut le lire, évidemment, c'est moins pratique que ce qu'on appelle de la donnée structurée en base de données. Et enfin, on a la note de vaccination. Donc, cette note de vaccination, elle permettra, une fois que vous aurez réalisé une vaccination au sein de l'officine, vous ferez une note de vaccination dans le logiciel, dans votre logiciel métier, et cette information sera poussée évidemment dans le dossier médical partagé, mais cette information, elle est structurée, et l'intérêt de cette structuration, c'est qu'un patient qui se ferait vacciner, par exemple, pour une vaccination chez le pharmacien, une autre chez le médecin et une dernière chez l'infirmier, par exemple, dans ce cas, chacun va pouvoir générer sa note de vaccination, ça va s'agréger dans le dossier médical partagé pour constituer le carnet de vaccination électronique au format européen. Et donc, quel que soit le professionnel qui poussera l'information, elle sera structurée de la même façon, de façon à constituer donc ce fameux carnet de vaccination électronique. On va intégrer aussi quelques fonctionnalités, notamment les documents que je viens de citer. Vous aurez aussi la possibilité donc de
de contacter les patients via la messagerie sécurisée citoyenne. Alors cette messagerie, elle a une particularité, c'est que le patient aujourd'hui, en l'état actuel du dispositif, ne peut pas écrire directement au pharmacien ou au professionnel. Ça a été un choix initial qui a été fait pour limiter, on va dire, les sollicitations entre guillemets abusives ou en tout cas nombreuses des patients, et du coup l'idée initiale était de dire bon, on va réguler ces éléments. Il s'avère, après discussion avec vos représentants professionnels de l'ordre et des syndicats, que et dans les groupes de travail, en fait l'usage dans la pharmacie de la messagerie est quand même quelque chose d'assez commun aujourd'hui pour les patients et dans le fonctionnement classique aujourd'hui d'une officine. Et donc, on est en train de travailler sur l'ouverture de ce canal pour que la discussion entre le patient et le pharmacien soit à l'initiative puisse être faite à l'initiative du patient. Dans l'hypothèse où le patient deviendrait un petit peu trop insistant ou un peu trop envahissant, le pharmacien aurait la possibilité de fermer le canal, mais on inverserait le principe. Donc ça, c'est en cours de discussion, mais en l'état, la discussion s'initie à l'initiative du professionnel. Sur la portabilité des données, donc c'est une partie qui a été ardemment négociée. Ce sera une portabilité partielle. C'est pas la totalité des informations qui vont être facilement exportables et réutilisables, mais une partie des données. Mais en tout cas, on y travaille et c'est un sujet qui est toujours en cours. Donc là, dans cette première vague, ce seront les informations autour des questions Ségur qui seront exportables, et on travaille sur l'élargissement de cette portabilité avec les éditeurs. Donc sur le financement, je vais accélérer un tout petit peu pour vous laisser la place. Sur le financement, donc l'idée c'est un mécanisme d'achat pour compte. Donc ça signifie que, alors je vais passer un petit peu vite sur cette diapo, ça c'est les documents qui ont été publiés, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un financement donc qui est prévu et qui sera couvert par l'État. Donc ce financement va couvrir la licence d'utilisation, les frais d'installation, la maintenance pendant 6 ans sur le module Ségur. L'accompagnement à l'obtention d'un certificat logiciel, donc ça, ce sera nécessaire notamment par rapport aux téléservices de l'INS, et vous aurez l'obligation de récupérer un certificat serveur. Pas d'inquiétude, les éditeurs sont organisés pour vous accompagner dans ce dispositif. La documentation du projet et des formations pour les professionnels de santé. Donc ça, c'est ce qui est prévu dans le financement Ségur. Ce qui n'est pas prévu, c'est la remise à niveau. Si jamais, par exemple, vous avez des logiciels qui sont devenus obsolètes avec le temps et pour lesquels vous n'avez pas fait de mise à jour récente, ou si le matériel sur lequel le logiciel, pour le coup, qui n'aurait pas été mis à jour, deviendrait obsolète, vous seriez invité à remettre à niveau, on va dire, vos outils de travail, et auquel cas, cette remise à niveau n'est évidemment pas couverte dans le cadre du Ségur. De la même façon, les boîtes aux lettres de messagerie sécurisée ne sont pas inclus dans le financement Ségur. Ça a un vrai impact parce que du coup, on vous incite quand même fortement à utiliser des messageries organisationnelles en plus d'éventuelles messageries nominatives que vous puissiez avoir, de façon à ce que, par exemple, quand une ordonnance est envoyée vers une officine par la messagerie sécurisée, l'ensemble de l'équipe puisse y accéder, indépendamment de savoir si le professionnel sur une messagerie nominative serait présent dans l'officine. En termes de fluidité, ça nous semblait important, et puis ça permettrait aussi de bien séparer les informations, les échanges d'informations liés à des choses dont, on va dire, toute l'équipe a besoin d'en connaître potentiellement, ou des échanges d'informations qui seraient relatifs à un échange personnel, entre guillemets, entre un pharmacien et un patient, dont le reste de l'équipe n'aurait pas besoin d'en connaître. Voilà sur le périmètre du Ségur de financement. Il y a aussi un deuxième financement, donc ça vous l'avez peut-être lu dans vos conventions, et la presse s'en est largement fait l'écho, dans la convention pharmacienne avec l'assurance maladie. Un financement à l'usage est également prévu pour encourager l'usage de ces outils. Donc les informations sont à l'écran, je ne vais pas tout relire, mais l'idée c'est que c'est pas seulement de vous équiper d'outils, c'est aussi, la finalité, c'est quand même de s'en servir, donc d'encourager ces usages. Donc vous avez, à partir de 2023, sous réserve d'être équipé d'un logiciel Ségur, la possibilité de bénéficier de ces financements incitatifs pour l'usage autour du numérique en santé.
Alors concrètement, pour un pharmacien en officine, une pharmacienne, en fait, il y a 2 dates à retenir. Donc ces dates, elles ont bougé récemment. Les éditeurs, à la demande des éditeurs, on a accepté un report. Donc à la date initiale de clôture, ce 28 avril, en fait, initialement était le 31 mars. Donc on a décalé d'1 mois environ cette date qui, par effet mécanique, a fait bouger aussi d'autres dates. Voilà, donc on laisse un peu plus de temps aux éditeurs pour finir leur développement. Ils auront jusqu'au 21 décembre pour finir ces développements. Mais pour vous, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la date limite du 15 mars pour les demandes, les bons de commande auprès de vos éditeurs et les services faits, on va dire, ce qu'on appelle la vérification d'aptitude. C'est un document que vous devrez également signer, qui devrait être signé avant le 28 avril. Alors, surtout, le message qu'il faut faire passer, c'est tous les bons de commande qui ont été signés à partir du 19 juin sont réputés valables. Donc n'hésitez pas, si vos éditeurs vous les proposent, à signer des bons de commande dès maintenant. N'attendez pas la dernière limite, parce que évidemment, si on attend tous 20 000 officines, si tout le monde attend le 14 mars pour passer commande, vous imaginez bien qu'on part tous collectivement au carton. Donc l'idée, c'est vraiment de bien passer un bon de commande. Ce bon de commande va avoir le prix qui est noté dessus, et c'est une fois que vous avez confirmé l'installation et le bon fonctionnement du module Ségur, la facture sera envoyée directement par l'éditeur à l'État, et c'est l'État qui se chargera de solder la facture sans vous demander de faire une avance quelconque. Ce sera payé directement par l'État auprès de l'éditeur. Voilà, donc bien vous assurer que vos logiciels sont référencés Ségur ou en passe de lettres. Les bons de commande peuvent être signés par anticipation, donc si vos éditeurs se sentent prêts pour vous faire signer des bons de commande, n'hésitez pas à les solliciter et à signer ces bons de commande. Ils seront prêts par anticipation, sous réserve évidemment que à l'arrivée, le logiciel soit bien référencé Ségur. Mais bon, voilà, pour l'instant, en tout cas, ça se passe plutôt bien. Et enfin, donc la vérification d'aptitude au 28 avril. Donc évidemment, il faudra anticiper de quelques jours, parce que ces dates sont celles pour les éditeurs. Donc pour vous, il y aura peut-être voilà, si vraiment vous arrivez en bout de course, voilà. Mais surtout, n'attendez pas la fin, sinon ça va créer un goulot d'étranglement et évidemment, on ne pourra pas s'en sortir. Donc c'est vraiment le message important à passer. Voilà. Sachez que tous les éditeurs qui sont sur le marché des logiciels en France sont candidats au référencement Ségur et actifs sur les développements. Donc pour l'instant, on a tous les candidats, tous les éditeurs du marché sont dans les starting blocks et à pied d'œuvre pour faire évoluer leur logiciel conformément aux exigences Ségur. Voilà, bon, je vais passer sur celle-ci. Juste un dernier point pour conclure sur l'INS, c'est vraiment un point important. Je sais qu'on nous reproche souvent, enfin on nous dit que c'est du flicage, c'est tout ce qu'on veut. En fait, l'idée de l'INS, c'est vraiment qu'un patient, selon les professionnels chez qui il est enregistré, peut avoir une identité différente, et que si jamais on veut partager ces informations, vous pouvez aussi avoir au sein de vos pharmacies des homonymes. Et donc cette INS, donc c'est l'identité nationale de santé, elle est construite à partir des traits d'identité d'une pièce d'identité, donc la carte d'identité, le passeport ou une carte de séjour. Et ces éléments permettent de garantir l'unicité de l'individu et donc de pouvoir partager une information fiable. Une fois que vous avez qualifié l'INS une seule fois, quand vous partagerez une information, vous avez la garantie de la pousser dans le bon dossier médical partagé. Et ça, pour nous, c'est évidemment un point essentiel voilà, c'est à faire une fois. Au moins une fois, après vous pouvez le faire plusieurs fois, mais c'est à faire une fois dans votre dossier quand vous croisez le patient. Voilà, donc ça va être, il y a un stock à rattraper, on en est conscient, mais c'est extrêmement important de bien valider ces INS sur la base d'une pièce d'identité. Vous connaissez pas forcément les deuxièmes prénoms, les noms de famille, on peut changer. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qui ont pu évoluer dans l'identité de la personne que vous connaissez au quotidien. Mais pour garantir l'échange d'informations au-delà de la pharmacie, maintenant que vos logiciels deviennent des logiciels connectés au dispositif et de coopération quelque part, il est important que quand on échange des informations sur un patient, on soit tous certains qu'on parle bien tous du même patient. Vous en comprendrez aisément l'importance. Voilà.
Sur les ICPS, je l'ai abordé, on pourra y revenir s'il y a des questions. La ICPS, donc l'idée, ça va être d'équiper l'ensemble des professionnels de santé ou en interaction qui ont besoin d'en connaître au moment où ils font une délivrance. En l'occurrence, chez vous, dans l'officine, ce seront les préparateurs et préparatrices. Donc, il y a un dispositif qui se met en place en parallèle de tout ça pour pouvoir faire l'enregistrement de ces professionnels dans le RPPS. Étant entendu que, mais on reviendra vers vous à ce moment-là, ce sont les employeurs, les pharmaciens employeurs qui auront la tâche de valider le fait que le préparateur travaille bien dans son officine de façon à valider en fait le déclenchement de la ICPS. Donc c'est bien sous la responsabilité de l'employeur que cette carte ICPS et cette identité sera validée. En gros, on va enregistrer les gens par défaut dans le répertoire, mais les droits d'accès au dispositif du numérique en santé ne seront valables qu'à partir du moment où un employeur aura confirmé que la personne est bien en activité dans sa pharmacie pour pouvoir accéder au dispositif auquel il a besoin d'en connaître. Voilà, je vais en rester là. Je vous avais dit 25 minutes, j'ai pris un petit peu plus de temps. Je vais passer la parole. Alors, je ne sais pas qui de Monsieur Lagoutte ou Monsieur Pouncinet vont prendre la parole. Je vous laisse choisir pour nous dire un petit mot de conclusion. Enfin, si je ne sais pas, on fait par ordre alphabétique ou par comme vous voulez. Allez, le premier qui prend la parole. Vas-y, Sébastien. Je commence, merci. Merci Xavier pour cette présentation. Je ne vais pas revenir sur les points techniques, c'est parfait et j'ai rien de plus à dire. Moi, je suis très content que ces travaux aboutissent parce que ces travaux, on les a commencés sans vous il y a déjà pas loin de 5 ans et ça n'avançait pas. Les éditeurs n'étaient pas au rendez-vous, il n'y avait pas d'évolution de nos logiciels, on n'arrivait pas à intégrer la DMP, la MSS dans nos propres logiciels. Donc, merci pour vos travaux parce que ça nous a fait vraiment avancer et on va vraiment voir le bout du tunnel, l'intégration de ces nouvelles technologies dans nos logiciels. Alors, intégration de ces nouvelles technologies, c'est pas non plus en point de vigilance. Pendant les travaux, on a été très vigilant sur l'intégration de la DMP et du DMP et de la MSS et que ça reste quelque chose de simple pour les pharmaciens au comptoir. Il faut absolument pas que ce soit des usines à gaz. Il faut que ça nous simplifie la vie et en tout cas, jamais que le système informatique prenne la main sur le pharmacien. C'est-à-dire que c'est le pharmacien qui doit se faire aider du système informatique et pas le contraire. Ça, on sera vigilant à ce sujet, on est vigilant auprès de GDLGO, ils sont au courant et on n'acceptera pas tout et n'importe quoi. Point de vigilance, deuxième point de vigilance aussi, c'est que ces travaux sont super parce que ça va nous permettre une meilleure interprofessionnalité, nous permettre de discuter entre les professionnels de ville et d'établir un lien entre la ville et l'hôpital. Par contre, il ne faut pas non plus qu'on soit uniquement les pourvoyeurs de données et que les autres viennent se servir dans nos fichiers et qu'on ne reçoive rien. C'est-à-dire que ça ne pourra marcher que si tout le monde va dedans, si l'hôpital veut bien donner ses données, si les médecins de ville veulent bien partager leurs données et que tout ça soit au même endroit. Dernier point de vigilance, c'est sur les applications tierces que l'on peut avoir, que l'on voit fleurir aujourd'hui, qu'elles soient publiques ou privées. Je ne vais pas les nommer, mais tout le monde les connaît. Il faut que ces applications-là s'appuient sur le LG, sur le DMP, et en tout cas qu'elles ne confisquent pas les données. Elles doivent apporter une valeur ajoutée, elles doivent apporter un savoir-faire, apporter des renseignements professionnels, mais pas confisquer les données ou les avoir sur un serveur à part et ne plus les partager. En tout cas, le socle de données doit rester le DMP, il doit rester la MSS, et ça doit rester notre socle à tous. Le gros avantage de ce système, c'est qu'il est gratuit pour nous, parce que l'État paye pour nous. Il est opposable, puisque toutes les données qui sont dedans sont opposables légalement, et il est universel, parce qu'il est accessible à tous les professionnels. Je vais faire un petit point sur la e-prescription. Les travaux sont toujours en cours, c'est-à-dire que la e-prescription, c'est un superbe outil, mais pour l'instant, à moins que ça ait changé extrêmement récemment, cet outil n'est opposable qu'aux médecines de ville, qu'aux médicaments et qu'aux médecins de ville. Et on a vraiment hâte que l'hôpital emboîte le pas, parce que notre plus gros problème, c'est avec les prescriptions de l'hôpital. C'est là où on a le plus gros souci de malversation, de falsification ou d'erreur de prescription. Et finalement, on va mettre le pied dans l'engrenage avec les médecins de ville, mais les médecins de ville ne nous posent pas de soucis. Ce sont vraiment les prescriptions hospitalières qui nous posent problème et on espère bien que ça va changer. Allez, un dernier point pour vous dire et pour insister, comme l'a dit Xavier, c'est signer vos bons de commande. C'est très important. On entend à droite à gauche, on entend des discours qui disent que c'est pas utile. Il faut absolument que tous les pharmaciens rentrent dans le système, que tout le monde adhère à cela. En plus, on a vraiment une grande chance, c'est que l'État prend en charge ça pour nous pour l'instant, mais il faut signer un bon de commande et c'est obligatoire. Donc, choisissez votre LGO, ça peut être votre LGO actuel, bien évidemment.
Ensuite, une fois que le choix de LGO est fait, signez votre bon de commande et attendez la migration. Mais en tout cas, ne laissez pas ça dans un coin en vous disant qu'on fera ça dès le moment ou on fera ça ou on ne fera pas. Il faut vraiment y aller. Voilà ce que j'avais à vous dire dessus. En tout cas, les travaux continuent. Pour moi, ce n'est qu'une étape, c'est-à-dire qu'on aura d'autres choses à faire, des idées, on en a même beaucoup. On n'a pas pu toutes les mettre dans le Ségur, mais ce n'est pas pour autant que ça n'évoluera pas et je pense qu'on se reverra pour d'autres évolutions par la suite. Merci. À toi, Valérian. Merci Sébastien. Effectivement, tu as été assez complet, hein, tout comme Xavier. Je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, si ce n'est franchement moi que je souhaitais aujourd'hui remercier Xavier de nous avoir invités tous les deux à participer, parce que c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quelque chose sur lequel on travaille de longue date déjà. Et je remercie effectivement l'ANS, la DNS pour le travail accompli. C'est qu'un début, c'est le début de nouveaux projets, la porte ouverte à de nouvelles applications qui vont pouvoir par la suite s'interfacer avec nos logiciels métiers, nous permettre d'accompagner encore mieux nos patients pour ceux qui le souhaitent. Moi, je souhaitais surtout, c'est rassurer les pharmaciens parce qu'ils ne croient pas que ce soit un nouveau bidule, un machin à la main des éditeurs de logiciels. C'est quelque chose qui a été vraiment mûrement réfléchi, sur lequel on travaille depuis des mois. Les syndicats, l'ordre, l'assurance maladie, les éditeurs aussi. Donc rassurons-nous, comme Sébastien l'a dit, il est urgent de signer les bons de commande. Ne vous mettez pas non plus la pression, bien entendu. Précédemment, on avait jusqu'au 18 décembre, donc là c'est reporté au printemps. Néanmoins, si votre éditeur vous le propose, signez rapidement le bon de commande de manière à avancer au plus vite, parce que comme vous avez pu le constater dans ce qu'a dit Xavier, précédemment, sur les deadlines précédentes, vous aviez donc 2 à 3 mois pour installer après avoir signé le bon de commande. Là, si vous regardez bien, entre la deadline des derniers bons de commande et la deadline pour valider l'installation, il ne restera plus qu'un mois. Donc si tout le monde attend le dernier moment, comme l'a expliqué Xavier, ça risque d'être la panique. Donc n'attendez pas, certains éditeurs sont déjà prêts, la plupart sont déjà en train de développer, y compris les petits éditeurs. Il n'y a personne qui a été laissé sur le bord de la route. C'est d'ailleurs en partie pour cela que les deadlines ont été repoussés. Donc allez-y, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs, que ce soit nous les syndicats, l'ordre, ou aussi chez Xavier. Il n'y a aucun problème là-dessus, on est tous à votre disposition. Et puis je repasse la parole à Xavier en vous remerciant tous pour votre présence aujourd'hui. Merci à tous les deux pour l'intervention et puis surtout ça fait quand même presque un an maintenant de travail, hein. On a commencé en septembre l'année dernière les groupes de travail, donc voilà, ça fait un travail de longue haleine, très constructif en tout cas, et très participatif des pharmaciens, des étudiants, enfin, voilà, vraiment de tout le monde qui a participé à tous ces travaux. Élodie, je te laisse pour les questions. Alors, donc à mon tour d'avoir un problème technique puisque mon ordi a décidé de redémarrer, donc c'est pas grave, je vais le faire depuis mon portable. Alors, on a eu pas mal de questions, je vais repartir du début. Si ça veut bien. Désolée, hein, j'arrive. Alors, si tu veux, je fais la première, parce que je suis parti sur le début, là. Je vais faire la première tant que tu t'organises. Vas-y, c'est bon. Ok. C'est bon? Ouais. Donc, première question. Est-ce qu'on peut espérer que le cloud qui va héberger ces données se trouve sur les territoires français? Alors, effectivement, toutes les données concernant le dossier médical partagé, mon espace santé, sont hébergées en région parisienne, réglementation française et européenne, et pas de disposition particulière par rapport à des outils développés à l'étranger. C'est entièrement développé en France. Voilà. Là-dessus, on est complètement au clair sur ces points-là. Donc, ces données sont toutes hébergées en France, évidemment à l'état de l'art de la sécurité informatique, avec des niveaux d'exigence de l'assurance maladie qui sont extrêmement élevés sur le sujet. Voilà, donc c'est hébergé en France, dans des data centers français. Tout est français. Voilà. Merci Xavier. Quelle est la date prévue pour les masseurs kinésithérapeutes, les infirmiers, les sages-femmes et les dentistes? Alors, donc ça a été annoncé au Conseil du numérique en santé de fin mars, donc on allait ouvrir ces couloirs. On a commencé à prendre la tâche des représentants professionnels et des éditeurs pour ces professionnels. On n'a pas de date encore très précise
annoncer. Ce qu'on sait, c'est qu'on vise, nous, une publication des documents pour le deuxième trimestre 2023. Donc le démarrage des travaux, moi j'aimerais que ça commence pour la partie les groupes de travail tels qu'on a pu le faire avec les pharmaciens, probablement d'ici la fin de l'année, mais on n'a pas de date précise de début des travaux. On sait qu'on veut sortir ces arrêtés sur le deuxième trimestre 2023, plutôt en début, mais bon voilà, on est encore dans le cadrage et la préfiguration de tout ça. Est-ce que le service INS pour les CPE non nominatifs sera ouvert? Non, alors l'objectif, c'est de tracer les identités des personnes qui se connectent au dispositif. Donc, il y a les CPE non nominatives n'ont pas lieu d'être dans le cadre des dispositifs Ségur et d'accès aux données de santé. Donc, voilà. Sur tout ce qui existe aujourd'hui sur la partie facturation, sur ce genre de choses, il n'y a rien qui change. On rajoute juste des éléments liés à l'identité, à l'identification des personnes qui se connectent. Mais c'est pas du tout le même sujet. J'espère que j'étais assez précis. Peut-être si je peux me permettre d'intervenir, non oui, en fait, peut-être réexpliquer un petit peu plus succinctement la notion d'identification des équipes au sein du dispositif Ségur, parce qu'on change littéralement de paradigme. C'est-à-dire que là, vous connaissiez tous l'infrastructure CPS et CPE inféodé. Aujourd'hui, on va partir vers des certificats serveurs qui vont authentifier la pharmacie. Et puis, les CPE ont vocation à disparaître. Mais ça, c'est dans un plus ou moins proche, où effectivement, la question se posera pour les pharmaciens adjoints, les pharmaciens remplaçants, les préparateurs et préparatrices, tous ceux qui, au sein de nos équipes, ont des habilitations à délivrer. En fait, c'est peut-être ça que tu peux repréciser. Ouais, alors sur tout ce qui concerne la facturation, sur le principe, il n'y a rien qui change. Donc là-dessus, bon, on met de côté, il n'y a pas de changement là-dessus. Sur l'idée, c'est effectivement d'équiper tout le monde d'une identité numérique de façon à tracer les connexions au dispositif. Les LGO deviennent en fait ce qu'on appelle des outils sensibles, enfin des dispositifs sensibles liés au fait que vous puissiez vous connecter au dossier médical partagé à partir de vos logiciels professionnels. Et donc, ça demande en fait des contrôles d'identité beaucoup plus pointus que ceux qu'on a aujourd'hui. Très clairement, pour faire très simple, hein, les connexions au déverrouillage à 2 caractères avec un mot de passe à 2 caractères, on va dire que c'est plutôt de l'histoire ancienne, ou ce sera bientôt de l'histoire ancienne. On sera sur des systèmes d'authentification qui seront un peu plus sécurisés. On cherche des solutions techniques aussi d'ergonomie, parce qu'évidemment, l'idée, c'est pas ni de greffer un téléphone portable dans la main de chacun pour valider un code ICPS, ou de mettre une carte dans un lecteur et de changer de lecteur toutes les 2 minutes à chaque fois qu'on a une nouvelle ordonnance à délivrer. Donc on a des solutions et des travaux qui sont en cours là-dessus. Voilà, c'est pour ça que c'est plutôt un sujet vague 2 que vague 1. Donc là, on a juste intégré un moyen d'authentification dans vos logiciels et on préfigure le travail d'introduction des préparateurs au sein du RPPS, mais concrètement, ces travaux ne sont pas du tout mûrs sur la mise en œuvre opérationnelle au sein des officines. Donc on reviendra vers vous avec des solutions ergonomiques, et on a bien conscience que vos représentants professionnels sont très très vigilants sur ce point, à ce que ce soit ergonomique et que ça ne prenne pas plus de temps que ce que ça prend aujourd'hui. Si je peux me permettre, pour rester pratique, la CPE, elle va rester dans votre lecteur, elle servira toujours pour la facturation, en tout cas dans un premier temps, dans les quelques années qui viennent. Et venir se greffer par-dessus une sorte de CPS virtuel qu'on sera obligé de valider tous les jours ou 2 fois par jour. Les travaux, justement, comme le disait Xavier, sont en cours. Et ça, vous n'aurez rien à insérer dans votre lecteur. Il y aura une identification sur votre LGO et le serveur, ensuite, donnera votre identité. Donc, c'est juste une identification supplémentaire, mais cette identification supplémentaire ne sera pas pour l'instant physique. Votre CPE, elle va rester automatiquement dans votre lecteur. Élodie ? Alors, il y a une question qui découle un peu de tout ça. Est-ce que les pharmaciens remplaçants pourront se connecter directement au LGO via sa CPS? Oui, c'est ça. C'est chacun sa CPS. Et effectivement, ceux qui ont des CPS physiques pourront s'en servir. Et sinon, vous utiliserez des cartes, des CPS virtuelles. Question suivante. Y a-t-il un accès patient au DP via le kiosque d'application Mon Espace Santé?
Oui, alors, le Conseil de l'ordre des pharmaciens travaille effectivement à une application d'épée pour les patients qui permettra qui est candidate au référencement ou qui sera candidate. Alors, je ne sais plus exactement quel est le statut d'avancement, mais en tout cas, oui, il y a un travail là-dessus et donc les patients, il y aura bien une application, on va dire publique de ce du DP pour les patients, ouais, et qui seront accessibles, qui en tout cas à terme devraient être accessibles via le store d'applications autour de mon espace santé. Question d'après. Pour l'info, vaccination structurée phase 1 ou phase 2? La vaccination en mode structuré, c'est vague 1. Donc c'est ce qu'on appelle la note de vaccination, donc ça c'est intégré dans la vague 1. Comment faire puisque les infos utilisées par l'AppCV ne respectent pas les recommandations des types de pièces d'identité à haut niveau de confiance telles qu'inscrites dans le RNIV? Alors, la carte vitale n'est pas une pièce d'identité. Les seules pièces d'identité sont la carte d'identité, le passeport et la carte de séjour. Donc on n'utilise pas une carte vitale pour se connecter, même biométrique ou je ne sais quoi, pour identifier quelqu'un. Ne pensez-vous pas que ce mode de financement va faire couler les petits éditeurs? Alors, c'est un sujet, alors juste pour préciser le contexte, en fait, l'État va payer par pharmacie, en fait, installée. Donc, effectivement, en fonction des parts de marché, les éditeurs reçoivent pas les mêmes sommes, malgré le fait que les exigences soient les mêmes pour tout le monde. Donc, clairement, ça crée à la fin des financements qui sont pas du tout de la même nature, hein, selon la taille des éditeurs. Mais ça, quelque part, c'est l'état du marché de l'officine et des éditeurs. C'est-à-dire que quand les éditeurs font le choix d'entrer sur un marché, voilà. Donc l'État n'a pas vocation à corriger les inégalités du marché, j'ai envie de dire. Et donc le choix qui a été fait a été de quelque part respecter l'état du marché et de faire en sorte que cette inégalité qui est présente, hein, on ne nie pas, reste la même, de même nature, et on n'a pas vocation à corriger ces effets-là. Et donc il y a des inégalités effectivement entre petits et grands éditeurs, hein, ils n'ont pas les mêmes parts de marché. Quelque part sur la partie Ségur, comment dire, on vient pas perturber ce dispositif, enfin cet état. Je pense qu'on peut rassurer nos confrères aussi, hein, les petits éditeurs sont plutôt très actifs, hein, dans le Ségur. On entend beaucoup. Mais en tout cas, il n'y a pas de volonté de couler qui que ce soit. C'est-à-dire que nous, on accompagne tout le monde à part égale. On a donné du temps supplémentaire justement pour que les petits éditeurs aient le temps de terminer le travail. On fait en sorte d'accompagner tout le monde au même niveau. Mais par contre, effectivement, sur la partie financement, c'est lié au marché. Pardon, Sébastien, je vous ai coupé. Non, je disais justement que les petits éditeurs étaient plutôt, depuis le début des travaux, étaient plutôt très actifs et très, comment dire, ils étaient vraiment en avant. Et je ne pense pas qu'on voit des acteurs disparaître. Au contraire, les acteurs vont tirer leur épingle du jeu de ça. Les petits acteurs vont tirer leur épingle du jeu. Alors, question suivante, tu y as déjà répondu, mais je te la repose rapidement. Concernant la messagerie citoyenne, est-il prévu pour les professionnels qui puissent mettre fin aux échanges en un clic? Oui, tout à fait. En fait, alors aujourd'hui déjà pour initier, donc c'est à l'initiative du professionnel que la conversation va s'initier. Et effectivement, ça marche exactement comme quand vous êtes en interaction avec un support informatique ou le support d'un commerce en ligne. C'est vous coupez la conversation, c'est le professionnel qui décide d'ouvrir et de fermer la communication. Dans l'hypothèse où on laisserait l'initiative de la conversation au patient, on laisserait quand même la main au professionnel pour couper cette conversation de façon à ce que le coup d'après, ce sera au professionnel de réouvrir la conversation. Mais de toute façon, effectivement, le professionnel pourra couper la conversation quand il juge que les choses ont dépassé ce qui était attendu d'une relation classique ou normale entre un patient et un professionnel. Est-ce que le Ségur impose un prérequis matériel système d'exploitation aux pharmaciens? Et qu'entendez-vous par obsolescence du matériel? En fait, il y a une version du logiciel, hein, c'est-à-dire que la version logicielle, c'était celle qui était en vigueur au moment du 2 février donc 2022, quand on a mis en place l'arrêté. C'est-à-dire que l'idée, c'est que c'est la dernière version de l'éditeur qui bascule Ségur, qui devient Ségur. Si vous avez 2 ou 3 versions de retard,
je ne peux pas vous garantir qu'elle sera compatible Ségur. Là, c'est à l'éditeur de le valider. Donc, si vous étiez à jour de la dernière version au moment de l'arrêter, en début d'année, a priori, il n'y a pas de raison que votre version, enfin, c'est la bonne version, donc c'est celle-là qui sera mise à jour. Pour le reste, ce sera à voir avec votre éditeur. Si vous n'avez pas fait les mises à jour successives qui se sont faites dans le temps, le rattrapage voilà, sera à discuter avec votre éditeur. Quels sont actuellement les éditeurs certifiés Ségur? Alors aujourd'hui, il n'y en a pas. Tous sont candidats sur le marché. Tous les éditeurs du marché sont candidats au référencement Ségur. On les a très régulièrement tous, soit collectivement, soit individuellement. Voilà, on répond évidemment le plus rapidement possible aux demandes de support qu'ils ont par rapport aux différentes difficultés techniques qu'ils peuvent rencontrer. Donc aujourd'hui, tous les éditeurs sont candidats. Certains ont commencé à faire valider leurs preuves auprès de l'Agence du numérique en santé pour pouvoir être référencés. Donc les choses se déroulent, on va dire, au mieux. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas d'éditeur encore référencé Ségur. Et ces éditeurs seront signalés sur le site de l'Agence du numérique en santé au fur et à mesure du développement. Certains, je sais, ont fait des démarches déjà pour initier les bons de commande. Vous pouvez signer ces bons de commande. Ces bons de commande sont valables et vous engagent sous réserve du référencement Ségur. Si jamais à l'issue du dispositif, parce qu'en fait, eux aussi, il faut qu'ils puissent planifier évidemment leur déploiement sur le terrain et les formations, donc ça demande un peu d'anticipation, donc c'est pour ça qu'ils anticipent les bons de commande, donc ça, c'est autorisé dans le cadre du Ségur. J'avais vu passer dans un chat la question du 18 décembre, je vais y répondre tout de suite. En fait, c'était la date initiale avant report, c'est-à-dire que là, à la rentrée, on avait en fait, quand on a initié les travaux, donc ça a commencé il y a un an, on avait mis comme date finale de bon de commande le 18 décembre et les éditeurs devaient avoir terminé pour le 16 octobre. Il s'avère que on a refait le point cet été, on a du retard dans les développements de quelques semaines, enfin voilà, il y a des ajustements techniques à faire qui ont pris un peu plus de temps que ce qui était prévu, c'est de l'ordre de quelques semaines, donc tous les éditeurs étant engagés dans la démarche et notre objectif étant de ne planter personne, on a décalé un petit peu les dates. Donc la date du 18 décembre est devenue le 15 mars pour pouvoir passer les commandes. Par conséquence du fait d'avoir bougé les dates de développement. Merci. C'était la question suivante. Pouvez-vous rappeler la date à partir de laquelle le bon de commande est valable? Alors, les dates c'est valable à partir du 19 juin. Donc, tous les bons de commande qui ont été signés à partir du 19 juin seront réputés valables dans le cadre du Ségur. Question d'après. Comment les pharmaciens pourront-ils voir leur taux d'utilisation de la e-prescription, de l'envoi de bilan de médication, de facturation de la e-carte vitale? Alors, il y a un volet, alors là, je ne l'ai pas mis dans les fonctionnalités, enfin, je ne l'ai pas évoqué, mais il y a un volet tableau de bord. Et donc, tous les indicateurs prévus à la convention sur les outils numériques, vous avez un tableau de bord qui sera intégré dans votre logiciel métier. Ça fait partie des exigences Ségur. Et vous pourrez suivre, en fait, les envois d'ordonnances électroniques et autres fonctionnalités liées à la convention. Donc, vous pourrez le suivre dans le logiciel. C'est une des exigences dans la partie tableau de bord, exigence Ségur. Une ICPS pour un préparateur lui permet-il d'accéder à Amélie Pro? Alors en fait, le dispositif de ICPS, c'est Pro Santé Connect, et ça permet d'accéder à 50, 60 services numériques en santé. C'est l'opérateur qui gère son dispositif. En l'occurrence, là, on parle de l'assurance maladie, mais ça peut être d'autres dispositifs, SIDEP, vaccin Covid, et tout un tas d'autres dispositifs qui autorisent le fait de se connecter avec une ICPS. Mais il n'est pas obligé de le faire. Donc, c'est pas parce que vous avez une clé qu'elle ouvre toutes les serrures. Il faut aussi que le service qui opère le service sur lequel vous souhaitez vous connecter vous autorise à vous connecter. Et en fonction du profil professionnel ou pas, voilà. Donc, a priori, j'ai envie de dire, si les préparateurs n'ont pas d'intérêt à récupérer d'informations ou à échanger d'informations sur Amélie Pro, il n'y a pas de raison que le fait qu'ils aient une ICPS n'est pas suffisant pour pouvoir accéder au service Amélie Pro. Ça va permettre d'ouvrir des droits d'accès conformément à la matrice des droits d'habilitation sur le DMP, donc, pour pouvoir
dispenser une ordonnance. Très concrètement, je veux dire, la ICPS dans le contexte officinal, dans le cadre de mon espace santé, très concrètement, c'est à terme, on espère que le LGO puisse, quand vous allez avoir une ordonnance, interroger le dossier du patient, vérifier la dernière biologie du patient. Si vous êtes un pharmacien et doté d'une CPS, vous aurez l'information. Si vous êtes un préparateur, vous n'êtes pas doté d'une CPS, vous n'aurez pas l'information, puisque vous n'avez pas le droit de vous connecter, et le logiciel n'aura pas le droit de se connecter pour vous aux informations. Donc, on crée une équité évidemment pour le patient. Donc dans ce sens-là, ça justifie que la personne qui est devant l'écran puisse avoir cette information. Mais ça ne signifie pas que les préparateurs auront accès à tous les services auxquels un pharmacien, ou même les pharmaciens n'ont pas forcément accès à tous les services auxquels ProSanté Connect est connecté. Ça dépend vraiment de l'usage qu'on a derrière. J'adore, tu fais toi-même les transitions entre les questions. Question suivante, comment l'accès au DMP est-il sécurisé? Peut-on accéder aux données avec une simple carte vitale ou le numéro INS, ou y aura-t-il une sécurisation avec un accord du patient en direct? Alors, de toute façon, oui, à partir du moment où vous accédez, il faut quand même qu'il y ait l'accord du patient. Sachez que dans mon espace santé, les patients ont, alors j'espère que vous êtes allé voir dans mon espace santé, au moins par curiosité, vous savez qui s'est connecté à votre dispositif, à votre dossier. Vous avez la liste nominative des personnes qui sont venues se connecter. Alors s'ils ont déposé un document, vous saurez que c'est l'officine bidule qui a déposé un document. Par contre, si quelqu'un a consulté un document, vous devez savoir qui est la personne qui l'a consulté, quand, de façon très précise. Donc, il y aura cette traçabilité, donc ça déjà il faut le savoir. Ensuite, le principe, c'est qu'il y a une case qui prévoit que oui, j'ai demandé l'accord du patient. Après, c'est la personne qui est devant l'écran qui fait, mais le patient sera informé, c'est un peu comme pour les impôts. Si vous vous connectez aux impôts, vous recevez un mail qui vous dit quelqu'un vient de se connecter, si c'est pas vous, manifestez-vous, quoi. Donc vous êtes informé quand il y a une connexion à votre dispositif. Donc après la personne rendra des comptes si jamais elle n'a pas respecté les règles. Et la sécurité, c'est aussi, donc il faut quand même la ICPS, enfin l'identité numérique du professionnel, l'INS du patient et des certificats serveurs sur les machines. Donc on est quand même sur des environnements, même si on a de l'ergonomie qu'on veut la plus simple et la plus transparente possible pour fluidifier les échanges au quotidien, il y a effectivement de la sécurité et vous ne pouvez pas vous connecter au dossier d'un patient dans son dos depuis chez vous parce que vous avez une CPS dans la poche, quoi. Merci. Alors, question d'après. Pour quand est prévu l'agenda, car il n'y a actuellement que des solutions propriétaires? Alors, la fonction agenda, ça sera un agrégateur d'agenda, c'est-à-dire que le patient pourra lui-même ajouter ses propres dates de rendez-vous dans son espace, ou ça sera récupéré auprès des opérateurs. Donc, c'est de l'interopérabilité avec les opérateurs qui existent sur le marché pour pouvoir afficher dans mon espace santé les différents outils de prise de rendez-vous. Donc, selon si le professionnel est chez l'un ou chez l'autre, tout ça va s'agréger dans mon espace santé. En plus des rendez-vous que le patient pourrait y mettre de sa propre initiative depuis mon espace santé. Donc après, s'il existe, et il en existe certainement, des outils libres de référencement et qui répondent aux exigences de sécurité, parce que évidemment que pour intégrer quelque chose dans la sphère de confiance autour de mon espace santé, il y a des exigences assez importante en termes de sécurité informatique, et donc tout opérateur qui répondra à ces exigences pourra intégrer et interopérer ces informations au sein de mon espace santé. Qu'il soit un éditeur privé ou des solutions libres, à partir du moment où elles respectent les règles de sécurité. Question suivante. Pourquoi la carte vitale ne rentre-t-elle pas comme un identifiant INS? Alors, la carte vitale, elle couvre vos remboursements de soins, et un même numéro de sécurité sociale peut couvrir plusieurs personnes si vous avez des ayants droit, notamment, je pense, aux enfants. Du coup, c'est pas une identité unique et personnelle. Alors que en fait, par construction, par exemple, mon INS personnel, c'est mon numéro de sécu, en fait. Mais on essaie de les distinguer parce que cette identité personnelle, en fait, c'est pour mes enfants, c'est leur futur numéro de sécu. Et dans le cadre du remboursement, comme c'est mon dossier, ils sont remboursés sur mon propre dispositif, enfin voilà. Et donc ça, c'est transparent parce que en fait, c'est géré de cette façon. Et pour l'identité nationale de santé, c'est vraiment l'identité propre, des traits d'identité de l'individu. Pour que ça aille dans son dossier médical,
pour mes enfants, il faut que ce soit son INS qui soit qualifié. Et donc sa carte d'identité qui précise les traits d'identité de mes enfants, enfin de vos enfants ou de vos proches. Donc c'est pour ça que on distingue l'INS et le numéro de sécu, même si vous le lisez, effectivement, vous retombez quand même souvent sur le même numéro, mais c'est pas, on est assez vigilant là-dessus parce que c'est vraiment lié au c'est vraiment séparé plutôt de la fonction de remboursement et c'est vraiment lié au fait de partager des informations dans un dossier médical personnel. Voilà. Après, il y a des possibilités de délégation de gestion de mon espace santé de façon à ce que les parents puissent gérer les dossiers de leurs enfants et prochainement que éventuellement vous puissiez aussi gérer des dossiers de vos proches qui seraient, on va dire, en incapacité de gérer leur propre espace de santé, soit parce que trop âgés ou pour certains types de handicap ou des choses comme ça. Vous pouvez déléguer aussi la gestion de votre à un proche, à un aidant par exemple. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui devrait arriver rapidement. Elle est déjà en place pour les enfants et ça devrait arriver prochainement pour les adultes. Et si mon éditeur n'est pas agréé Ségur, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous fermez la pharmacie, c'est terminé, et puis non, bien sûr que donc en fait, ce qui va se passer, il y a deux choses. Vous avez le choix. Donc, admettons, vous avez pris un bon de commande par anticipation, comme on vient de vous le demander, et à la fin, l'éditeur, pour une raison X ou Y, a raté la marche, il ne sera pas référencé Ségur. Deux solutions. Soit vous changez d'éditeur, vous avez 1 mois et demi, si vraiment il est allé au bout, voilà, il est machin, à partir du moment où vous savez qu'il n'est pas référencé Ségur, votre bon de commande n'est plus valable et donc vous pouvez passer un bon de commande auprès d'un autre éditeur. Ça n'empêche, enfin voilà, là pour le coup, vous avez un changement de logiciel, donc ça pour le coup, c'est pas le Ségur qui va le couvrir. Voilà. Sinon, vous pouvez attendre. Vous discutez avec votre éditeur vous dira que normalement, il va quand même, vu qu'il a commencé le boulot, il devrait essayer d'aller au bout. Et comme il y a un enjeu conventionnel derrière, notamment pour que vous puissiez bénéficier des revenus sur objectifs de santé publique, les éditeurs vont poursuivre le travail. En tout cas, pour ceux qu'on a rencontrés, leur intention, c'est d'aller au bout du travail, même s'ils dépassent le cadre. Dans ce cadre-là, on ouvrira probablement une fenêtre de référencement complémentaire hors financement Ségur pour pouvoir permettre aux éditeurs de se référencer quand même, parce que sinon ils sont exclus du marché. Concrètement, voilà. Donc l'idée, c'est que si on a des nouveaux entrants sur le marché et surtout si on a des éditeurs qui ont fait tout le boulot et qui à la fin, voilà, alors ils seront hors financement Ségur. Donc, ils ne seront pas financés sur le Ségur sur ce point-là. Et ensuite, il leur appartiendra de trouver un arrangement commercial avec leurs clients pour pouvoir installer le dispositif. On sait que, voilà, je ne trahirai pas de secret, mais des éditeurs qui savent en tout cas, qui sont un peu justes en termes de délai, qui nous disent que voilà, ils trouveront une solution et un arrangement avec leurs clients pour pouvoir installer les solutions Ségur de façon à ce que vous puissiez bénéficier des financements de l'assurance maladie. Voilà, mais ce sera en dehors du cadre Ségur. Merci. Le patient aura-t-il toujours la possibilité de s'opposer à la remontée des infos de délivrance dans le DMP? Oui, le patient peut s'opposer. Alors d'abord, le patient est libre de pouvoir refermer mon espace santé s'il le souhaite. Il est libre de le réouvrir s'il l'a déjà fermé. Voilà, les gens ont le droit de changer d'avis aussi, donc ils pourront aussi, voilà, ils n'en ont pas l'usage pendant un temps, voilà. Ils peuvent bloquer, ils peuvent demander expressément. S'ils ont maintenu leur dossier ouvert, ils peuvent demander à ce que certains documents ne soient pas versés dans mon espace santé. Donc ça, il y a des cases qui sont prévues pour bloquer l'envoi d'informations vers mon espace santé depuis les logiciels. Ça peut arriver notamment dans les sujets parfois un peu personnels ou intimes, où on n'a pas forcément envie que tous les professionnels le sachent. Voilà. Donc ça peut être expressément demandé. On va dire que par défaut, on considère que l'accord est favorable, mais on peut s'y opposer de façon ponctuelle. Et on peut aussi, en admettant qu'un document soit déposé dans mon espace santé, que ce soit à l'initiative du patient ou parce qu'un professionnel l'a versé dans le dossier, le masquer aux autres professionnels pour les empêcher de le voir. Donc ça, c'est aussi possible. Voilà. Et on peut aussi, il y a une matrice de droit qui prévoit
quelle profession a accès à quel type de document. Donc, en gros, pour faire simple, le médecin traitant a accès à tout, le pharmacien un peu moins, enfin, pharmacien préparateur un peu moins, et puis plus on va vers le pédicure ou l'orthoptiste, évidemment, et moins on a de droits. La sage-femme en a un peu moins, enfin, ou un peu plus, selon la liste des documents. Donc, tout ça, ça fait partie de discussions et d'un document de synthèse qui est constitué des retours de la CNIL, des législateurs, de représentants des professionnels de santé, de représentants de patients, qui décident collectivement, bah oui, ce document, on l'autorise à un tel, un tel, un tel. Donc ça, c'est argumenté. Et ensuite, c'est cette commission qui arbitre et qui dit, OK, par défaut, les préparateurs en pharmacie ont accès à cette liste de documents. Et le patient, par-dessus cette matrice, il ne peut pas donner plus de droits. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de donner d'accès, par exemple, à un compte-rendu de maternité à un pédicure podologue. Par contre, je peux interdire à certaines sages-femmes d'accéder à mon dossier sur telle ou telle information sur, par exemple, une prise en charge pour une maternité. Donc, je peux augmenter la restriction, mais je peux pas, enfin, je peux, voilà, restreindre davantage, on va dire plutôt, ce sera plus clair. Mais je ne peux pas donner accès à une profession qui n'avait pas initialement accès. Mais par contre, je peux interdire à certains pharmaciens d'accéder à mon dossier si je le juge important. Depuis quelques semaines est apparue une fenêtre dans notre logiciel qui nous demande une vérification de la pièce d'identité du patient. Est-ce que cela a un rapport avec l'INS? Il me semble qu'on n'est pas autorisé à contrôler l'identité du patient. Alors, vous avez, oui, c'est en lien avec l'INS et vous avez même le devoir, l'obligation de vérifier et de qualifier les INS. Donc, vous avez, c'est une obligation aujourd'hui de qualifier les INS et de demander une pièce d'identité pour vérifier les traits d'identité. Donc, je le redis, hein, c'est vraiment pas l'objectif de faire du flicage ou de vérifier s'il y a une cohérence entre la pièce d'identité et la carte vitale. La limite presque, ce sont deux sujets distincts. C'est vraiment pour s'assurer que votre dossier médical, qui est dans votre logiciel, est bien en lien avec l'identité de la personne qui est devant vous. Et que quand vous allez qualifier quelque chose en pensant que vous parlez de Xavier Vitry, vous adressez bien la bonne personne. Si vous avez des homonymes dans vos dossiers médicaux, vous savez que voilà, parfois vous pouvez vous tromper d'informations. Donc en ayant qualifié le dossier avec la pièce d'identité, vous certifiez que le dossier que vous avez ouvert, il est bien au nom de Xavier Vitry, et que toutes les informations qui vont partir de votre LGO vers le dossier médical partagé iront dans le dossier de Xavier Vitry. On a vu dans l'actualité récemment une centaine de tests qui sont partis dans les mauvais dossiers médicaux. Alors, bon, ce ne sont que des tests Covid avec de grosses guillemets. Bon, c'est pas drôle, mais enfin bon, voilà. Si on commence à avoir des erreurs de cette nature sur des traitements un peu plus lourds ou un peu plus complexes, vous imaginez les dégâts que ça peut faire si jamais d'autres professionnels s'appuient sur les informations que vous avez poussées et vous êtes trompé de dossier médical, et vous-même la confiance que vous pouvez avoir dans des informations que vous allez lire dans le dossier médical partagé si vous n'avez pas la garantie et la certitude qu'il s'agit du bon patient. Voilà. Donc, cette qualification d'INS, elle a pour but de mettre en cohérence et d'aligner votre dossier avec le dossier médical partagé. Elle n'a pas pour but de faire du flicage d'identité, de contrôle, de quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment, et c'est à faire une seule fois. C'est de la pharmacovigilance, c'est de l'identitovigilance, ce qu'on fait très couramment à l'hôpital. Voilà, donc on a bien conscience que c'est lourd pour tous les professionnels. Hein, ça s'applique à tous les professionnels de santé, pas seulement les pharmaciens. Mais c'est un point de sécurité, j'ai envie de dire sanitaire. Voilà. Question suivante. Va-t-on utiliser la fonction sans contact des CPS pour s'identifier? C'est une bonne question, ça fait partie des pistes qui sont envisagées. Après, l'idée, c'est peut-être pas de distribuer des CPS à tout le monde, parce que 70 000 préparateurs et préparatrices, à 10 € la carte, ça commence à faire un petit budget. Donc, voilà, mais en tout cas, c'est effectivement une des pistes qui peut se faire. Il y a d'autres solutions qui peuvent être encore plus simples. Donc, bon, pour l'instant, voilà, c'est encore un peu tôt, on est vraiment à l'étape des brainstorm là-dessus. Mais oui, en tout cas, ça peut être une des pistes. Ouais. Quid de l'accès et de la codification pour tous les patients non enregistrés à la Sécu?
La codification pour l'INS, alors c'est ça? Je pense, oui. Ouais. Bonne question. Alors c'est prévu dans le code, il y a un référentiel de l'INS, c'est prévu. Il y a un document qui va être publié prochainement là sur l'INS et le bon usage de l'INS, on va dire les bonnes pratiques autour de ça. Là, comme ça, je ne saurais pas répondre précisément à la question, mais il y a des documents qui vont être publiés là, incessamment sous peu pour ceux qui ont suivi là, par les groupements. Il y a des fiches pratiques là qui sont, on vient de valider celle de l'INS et le Conseil de l'ordre également a un travail là-dessus, donc ça va sortir prochainement. Voilà, je note la question, je m'enseigne. Je vous préciserai dans le chat, enfin dans la publication des réponses. Là, j'ai pas la réponse exacte, je vais dire une bêtise. Mais ce cas est prévu dans les textes. Question suivante. Quel est le montant du financement et en fonction de quels critères? Alors, il y a 4 classes de financement qui varient. Alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais de mémoire, ça doit être entre 600 et 1100 euros hors taxe de mémoire, en fonction de la taille de l'officine. Et la taille de l'officine a été évaluée sur la base du chiffre d'affaires des médicaments hors médicaments chers, chiffre d'affaires remboursé, enfin par la Sécu, hors médicaments chers. Et on a fait à partir de là 4 paliers à 1,3 million. Et le premier palier entre 0 et 1,3 coupe à 800 000, je crois, de mémoire. Donc, en gros, voilà, c'est à peu près ça. Les éditeurs, de toute façon, ont les tarifs par officine, enfin, et rempliront en fonction de ça les bons de commande. Mais voilà, c'est 4 classes qui varient entre 600 et 1100 hors taxe de mémoire, ou 9 000 euros hors taxe. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est à peu près ça. En cas de changement de pharmacie du préparateur, le pharmacien pourra-t-il facilement désactiver le rattachement du collaborateur? Oui, c'est prévu. Donc là, il y a un portail. Donc là, c'est en cours de développement. C'est pas encore complètement sec, mais oui, ce cas est prévu. En fait, il y aura un portail dédié qui permettra de retirer l'habilitation une fois que le préparateur s'en va. Donc ce sera entre guillemets un point à gérer effectivement avec les RH, un peu comme vous gérez la déclaration sociale et l'URSSAF. Enfin, en tant qu'employeur, il faudra aussi passer par cette case CPS. Donc il y aura un portail dédié qui est, enfin bon, pour l'instant les maquettes qu'on a vues, elles sont tout à fait simples à utiliser. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Et le cas de préparateurs qui travaillent dans différentes officines, bah, chacun va gérer en disant bah oui, il travaille bien chez moi, et puis il travaille plus chez moi, bah, je l'enlève, mais il maintient ses droits parce qu'il continue à travailler dans l'autre officine. Et donc voilà, mais c'est effectivement bien prévu. La mise à jour Ségur comprend-elle la fourniture du matériel pour lecture du QR code? La Ségur. Alors, le Ségur couvre pas le matériel. Donc, ça veut dire que pour la douchette, pour lire le QR code, ce qui est demandé aux éditeurs, c'est de vérifier la compatibilité et si le matériel est compatible, de le paramétrer comme il faut pour que ça puisse fonctionner. Donc, de façon à ce que vous n'ayez pas à faire d'intervention supplémentaire. Et ça, c'est prévu dans le financement Ségur. Par contre, ce qui n'est pas prévu, c'est le remplacement des douchettes si elles sont obsolètes et non compatibles avec le dispositif. Pour la note de vaccination, est-ce que ce sera encore une manipulation de plus ou est-ce que cela va-t-il se faire automatiquement via la facturation? Alors là, je ne sais pas comment les éditeurs vont le gérer, l'intégrer dans l'outil. Après, là, il appartient aux éditeurs de le gérer, comment dire, en propre dans la partie ergonomique voilà, on a été assez prescriptif sur certains sujets, pas trop sur celui-là, mais bon, normalement, ça devrait être assez fluide. C'est intégré dans l'outil. On va pas se retrouver dans un dispositif comme SIDEP ou Vaccin Covid où vous avez besoin de vous connecter sur un autre outil et de vous identifier et de remplir quelque chose par ailleurs et en double par rapport à de la facturation. C'est intégré dans le logiciel. Après, j'espère que vos éditeurs ont été assez malins pour faire en sorte que ce soit en un seul morceau avec la facturation. Concernant l'exigence Ségur de suivi des taux, est-elle également présente dans les logiciels Ségur Médecin de Ville? Attends, vas-y, refais-moi la question, s'il te plaît. Concernant cette exigence, donc suivi des taux, est-elle également présente dans les logiciels Ségur Médecin de Ville?
Suivi des taux, je suis pas sûr de comprendre. Alors, je crois que ça doit faire partie des taux. J'imagine, ça doit être les tableaux de bord pour les Oui, je pense usages. que c'est ça. Je pense que ça, enfin, je le comprends comme ça en tout cas. La partie tableau de bord est effectivement intégrée dans tous les logiciels. Donc normalement côté médecine, il devrait aussi. Alors, je connais moins le couloir médecine de ville parce que c'est pas moi qui l'ai géré, mais normalement la partie tableau de bord était prévue. On l'a pas inventé, donc voilà. A priori, je dirais que oui, il faudra aller voir dans le détail, mais on pourra vérifier et puis vous le remettre dans le chat, enfin pas dans le chat, mais dans les réponses complémentaires. Mais a priori, je dirais oui. Nous avons eu vent d'un DSR allégé pour les LGO. Avez-vous des infos à ce sujet? Un DSR allégé, comme les yaourts. Non, là, j'ai pas de connaissance d'un truc allégé particulier. Il y en a qu'un à ma connaissance. Et c'est 100% des exigences qui permettent d'accéder au référencement Ségur. Donc, j'ai pas connaissance d'un DSR allégé. Il y en a qu'un, c'est celui qui est daté du 2 février 2022 et qui sera comment dire, corrigé. Je vous l'ai dit, hein, donc on a revu les dates et ça va faire l'objet d'une nouvelle publication au JO qui devrait intervenir dans les jours à venir. Là, les documents sont dans le tuyau pour sortir au journal officiel. Donc c'est pour ça que j'ai pu vous annoncer les nouvelles dates en introduction. Et donc pour l'instant, on n'a pas de version allégée du DSR LGO, sauf à considérer qu'elle était peut-être pas si lourde que ça, mais enfin ça, je laisserai les éditeurs apprécier si le DSR actuel est allégé ou pas, mais j'ai un petit doute quand même. L'INS doit-elle être qualifiée une seule fois, peu importe le professionnel de santé consulté, ou à chaque fois que l'assuré consulte un PS différent? À chaque PS, en fait, c'est chacun qui qualifie l'INS dans son dossier médical. Donc, c'est vraiment une question. C'est pas lié au patient, en fait. Le patient, il a un seul INS, il est qualifié dans le téléservice. Il a qu'une identité numérique. Voilà. C'est juste que chaque professionnel qui reçoit un patient doit qualifier dans son logiciel professionnel l'INS du patient qui est en face de lui. Y a-t-il des retours d'expérience sur la mise en place d'ambassadeurs pour accompagner les personnes éloignées du numérique? Alors, je ne suis pas sur ce sujet précisément, donc voilà, mais on a effectivement, donc à travers les maisons France Service et puis tout un réseau de personnes qui se sont mobilisées, des ambassadeurs qui accompagnent les gens pour le bon usage du numérique en santé, on va dire de façon générale. Et effectivement, voilà. Alors, j'ai pas de retour d'expérience particulier. Pour ça, il faudrait se renseigner auprès de mes collègues qui gèrent ce dossier. Mais en tout cas, les choses se passent bien, s'organisent, les formations avancent. Voilà, mais je sais pas du tout si, enfin, j'ai pas de connaissance de retour d'expérience pour l'instant. On est vraiment au démarrage. Et voilà, mais je pense qu'on pourrait, on publiera probablement des éléments là-dessus. On est plutôt assez transparent sur toutes ces questions-là, donc on publiera les informations. Je me renseignerai si on a des retours d'expérience et dans ce cas, je les pointerai dans les réponses. Et puis si on n'en a pas, je vous laisse rester alerte et à l'écoute des publications dans les réseaux sociaux de l'ANS et de la DNS sur ces sujets. Voilà, et sur le site de l'ANS, on a une page qui s'appelle Ambassadeur Mon Espace Santé, et vous avez une adresse mail dédiée qui est, je sais plus, je vous la retrouve et je vous la mettrai dans le chat pour l'équipe DNS dédiée à ce sujet. Question suivante. À quoi les pharmaciens n'ont pas le droit en comparaison des médecins? Oula, là je vous renvoie direct à la matrice d'habilitation si vous voulez voir. Il y a, je sais plus, une cinquantaine de documents. Si ça, je peux vous le mettre dans le chat si vous voulez savoir. Je sais que sur les dispositions de fin de vie, par exemple, c'est un document que les pharmaciens n'ont pas, que peuvent avoir les médecins. Voilà, tenez, je vous l'ai mis dans le chat. Si vous voulez regarder, vous avez toute la matrice d'habilitation avec la liste des documents et avec les cases qui cochent en face. Question suivante. Quid des pharmaciens, préparateurs et étudiants en intérim pour l'accès au DMP puisqu'ils ne seront pas rattachés à une structure? Si on peut rattacher à une structure et qu'ils n'ont pas d'intérêt à en connaître, donc
il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de sujet. Soit vous êtes employé et donc vous avez besoin d'en connaître, soit vous ne l'êtes pas, et auquel cas, il n'y a pas de raison que vous ayez accès à un dossier médical en particulier, si ce n'est le vôtre. Donc si éventuellement un professionnel, même un pharmacien quelque part qui exerce pas, il n'a pas besoin d'en connaître, il n'y a pas de raison qu'il se connecte à un dossier médical partagé en particulier. Donc il aura une CPS s'il a été doté d'une CPS, et celle-là n'ouvrira plus de droits particuliers. Et si jamais il s'avérait que pour des raisons de délai, la personne accédait de façon illicite à des informations, elle devra en répondre devant la justice. La e-prescription, sous quel délai et les hôpitaux sont-ils prêts? Alors, ça, c'est ce que Sébastien et Valérian ont dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la e-prescription, oui, par rapport au secteur ambulatoire, on va dire, pour la ville. Donc ça, c'est en cours. Hein. Pour les médecins, c'est en cours de déploiement puisque le Ségur a commencé avec un petit peu plus d'avance. Donc eux, ils sont en cours de déploiement côté médecine de ville. Côté pharmacie, c'est dans la vague 1, donc ça va démarrer dès que les éditeurs seront référencés, ça va se déployer progressivement. Voilà. Pour l'hôpital, l'assurance maladie a encore un peu de boulot pour définir le cahier des charges et tout ça. Et donc pour l'instant, c'est pas encore opérationnel. Le cahier des charges est en cours de réflexion. Enfin voilà, c'est un sujet qu'on a bien noté. Qui a bien été, qui est bien dans le viseur. Hein. On a bien entendu ce que les pharmaciens nous disent. Hein. Ils sont pas les seuls, et donc ça fait partie des sujets. Pour l'instant, c'est pas encore fait, mais ça va se faire. Est-ce que la messagerie sécurisée Medimail va devenir obsolète? Alors, celle-là en particulier, je la connais pas, donc je ne saurais pas répondre de façon précise. Hein, je connais pas l'éditeur. Voilà, je suis pas un spécialiste de ça, mais en tout cas, le DSR, le couloir Messager Sécurité Santé a publié son arrêté Ségur cette semaine. Donc, les éditeurs sont en train de faire le nécessaire de façon à ce que toutes les messageries deviennent interopérables entre elles. Donc, toutes les messageries existantes, a priori, sauf un choix de la part de l'éditeur de dire j'abandonne mon produit, mais où je le revends, enfin peu importe, voilà. Mais en tout cas, le principe aujourd'hui, c'est de corriger ce caillou dans la chaussure qui existe depuis quelques années, depuis l'origine des MSS, sur la non-compatibilité de certaines entre elles. Donc ça, c'est résolu à travers ce point-là. Donc encore quelques mois, quelques semaines de patience pour que les éditeurs fassent ce travail et soient conformes aux spécifications Ségur sur ce point. Voilà, donc on aura des évolutions sur ce point-là. Si en cours de 2023, la pharmacie change de LGO, devra-t-elle payer en plus pour le changement? Alors, le bon de commande que vous faites vous engage. C'est-à-dire que si vous faites un bon de commande, vous vous engagez auprès de l'éditeur à faire en sorte, en gros, que lui puisse réaliser une prestation et qu'il soit payé. Alors, c'est pas vous qui la paierez directement, ce sera l'État, mais c'est quand même, vous vous engagez, vous signez un document contractuel. Si jamais vous devez changer cet engagement contractuel, vous devez en assumer les conséquences. Donc soit l'éditeur n'est pas au rendez-vous, et auquel cas le bon de commande n'a plus lieu d'être, et vous êtes libre de vos engagements. Sinon, l'engagement que vous avez pris vis-à-vis de l'éditeur, il reste valable. Donc vous pouvez changer, voilà, mais si l'éditeur ne peut pas réaliser la prestation pour laquelle vous l'avez mandaté, et qu'à la fin, il ne peut pas demander le financement à l'État, il sera en droit de se retourner contre vous pour demander l'exécution de la partie contractuelle, quoi, quelque part. Si c'est de votre fait, le fait qu'il ne puisse pas installer cette version Ségur alors que vous l'avez commandé, vous êtes engagé, quoi, contractuellement. Donc si vous changez, voilà. Après, si jamais admettons, vous avez fait un choix et puis en fin d'année, vous avez vendu, vous décidez de changer de logiciel, auquel cas, après, vous rentrez dans une relation contractuelle avec vos éditeurs et puis vous repassez l'achat d'une nouvelle version logicielle qui sera probablement compatible Ségur du coup à ce moment-là et vous gérez la relation commerciale avec l'éditeur concerné. Je sais que mon éditeur ne sera pas certifié.
La charge du changement de LGO sera-t-elle entièrement à ma charge? Alors, vous en savez plus que moi. Pour l'instant, moi, j'ai pas d'éditeur qui sera pas, voilà, parce qu'on n'a pas passé la date, donc voilà. On a des éditeurs effectivement qui nous disent que ça va être juste, hein, mais bon, pour l'instant, ils sont tous dans la course en tout cas, et on fait en sorte qu'ils le soient. Si ça devait arriver, effectivement, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on fera probablement un tour de référencement pour valider le fait qu'il soit bien Ségur quand même hors financement, et ensuite c'est la relation commerciale avec l'éditeur qui prendra le pas. Charge à voir à l'éditeur s'il décide de faire payer ou non ces évolutions. Dans le cadre de la ROSP ou ROSP, je ne sais pas, ROSP. comment l'assurance maladie comptabilise le volume de e-prescription ou le taux d'alimentation des accompagnements pharmaceutiques dans le DMP? Eh bien, vous allez avoir, vous, des tableaux de bord qui vous disent combien vous en avez poussé dans le DMP, et nous, on a des statistiques par type de documents qui nous disent qui a poussé quoi. Bon, évidemment, on ne lit pas les documents, hein, mais les types de documents sont comptabilisés, et c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir dire qu'on va passer de 10 à 250 millions de documents dans le DMP d'ici la fin 2023. Donc c'est tous ces éléments qui permettent de répondre à cette question. Donc c'est de la traçabilité statistique sur les types de documents. Vous voyez, dans la matrice d'habilitation que j'ai poussée, chaque type de document a un code particulier, et on compte en fait, et on sait qui est l'émetteur, donc on peut compter les documents. Alors évidemment, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, on ne lit pas les documents par-dessus votre épaule à chaque fois que ça passe. On n'a pas des armées, enfin la Stasi a fermé, et on n'a plus les moyens. Réduction de fonctionnaires. Autre question, si deux pharmacies fusionnent au cours de l'année 2023, qui prend le bon de commande? Les deux ou une seule? Si elles ont fusionné, ça veut dire qu'elles sont au même endroit, c'est ça? A priori, normalement, deux sites différents sont deux pharmacies distinctes. Donc, si elles fusionnent à un endroit, c'est un des titulaires qui prend le bon de commande et puis qui gère pour sa pharmacie. En fait, même si vous êtes deux titulaires sur une pharmacie, vous faites qu'un seul bon de commande, hein. On compte les pharmacies, on compte pas les pharmaciens, hein. Même pharmaciens propriétaires. Donc, on compte bien que les pharmacies, hein. C'est le finesse. Si la fusion elle a lieu après la deadline pour l'installation, je pense que c'était ça la question. Si c'est après la deadline, il faut si anticiper. Par exemple, la fusion avait lieu en septembre 2023, les deux officines, pour faire fonctionner Ségur sur leur propre LGO, devraient chacune signer un bon de commande. Oui, en amont, oui, en fait, jusqu'à fin mars, vous devez commander vous devez commander votre logiciel et l'installer en avril. Donc chacune fait son truc pour en bénéficier au moins, là, si on prenait cet exemple, d'avril à septembre. Après, à vous de voir si vous savez que vous allez, je sais pas moi, le 1er avril, vous avez fusionné. Là, à la limite, j'ai envie de dire, faites comme vous voulez, quoi. À l'arrivée, il faut qu'il y en ait une qui soit installée, mais si vous êtes sympa avec l'éditeur, ça lui fait 2 bons de commande. Non, mais c'est important ce que tu viens de dire aussi. Il ne faut pas non plus forcément voir les éditeurs comme nos ennemis. Il y a des relations de confiance qui peuvent s'installer. Oui, des difficultés à voir. Il ne faut pas essayer à faire jouer la concurrence, certes, mais j'imagine mal un éditeur obligé de changer de logiciel après la deadline. L'éditeur chez qui tu vas va pas forcément te faire repayer. Oui, en fait, il va vous faire Ségur à 1 000 € au motif que tu as passé la deadline et que tu dois payer Non. En principe, de toute façon, eux, ils n'ont qu'une version à maintenir. Donc, normalement, après les deadlines, ils vont vous faire payer la version en cours. Et pas, voilà, c'est la version en cours. Ce sera pas, j'imagine pas un éditeur qui vous dise, c'est soit l'ancienne version, soit la version plus le Ségur, et c'est plus, quoi. Eux, ils ont tout intérêt aussi à maintenir qu'une seule version, et donc au-delà, la version courante sera la version Ségur, quoi. Au-delà du dispositif Ségur. Si vous créez une nouvelle pharmacie et vous achetez un logiciel en 2024, j'espère quand même qu'ils vont vous vendre des logiciels Ségur, quoi. Ou alors c'est qu'il y a une tentative d'escroquerie, là. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Il est 14h01 et je pense qu'on a fait le tour des questions.
On a tout répondu ou il faut répondre, ouais. on répondra à d'autres Non, on a réussi à tout faire? Non, on a tout fait. Ok. Voilà, bah, merci à tous les trois pour votre participation. Merci à tous pour vos questions. Vous allez recevoir le replay de la session par mail d'ici quelques minutes. Et vous allez être redirigé vers un petit questionnaire de satisfaction. Ça prend vraiment 3 secondes et nous, ça nous est super utile. Donc, n'hésitez pas à répondre. Xavier, je te laisse la parole pour le mot de la fin, si tu veux. Ben, écoutez, merci en tout cas à tous déjà d'avoir été aussi présents et présentes. Merci Sébastien et Valérian pour votre participation active aujourd'hui et puis pour l'ensemble des travaux. Voilà, franchement, c'est un vrai plaisir de travailler avec les pharmaciens à titre personnel. Et voilà, très content de poursuivre cette aventure avec vous tous et vous autres. C'est très partagé, oui, Valérian. Merci, bon après-midi à tous. Et puis merci Elodie, à toi pour ton aide. À bientôt. Au revoir à tous les trois. À bientôt. Au revoir.